Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, crise du logement et itinérance, François Legault songe à reculer sur la cession de bail. Pendant ce temps-là, 15,5 millions de dollars sont annoncés en soutien en itinérance par Lionel Carman. Mais pour la mairesse Valérie Plante, ce n'est pas suffisant. Ottawa veut stimuler la construction de logements locatifs en éliminant la TPS et Hunter Biden, le fils de Joe Biden, inculpé au niveau fédéral. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est le gros sujet avec les rentrées parlementaires à Québec et à Ottawa. Mario, on dirait qu'on a comme eu un réveil collectif soudainement sur les sujets qui sont extrêmement liés l'un à l'autre. L'itinérance et la crise du logement un peu partout au Canada, pas juste au Québec. Et ça a pris tout d'abord d'assaut à Québec aujourd'hui. On a commencé par annoncer de l'argent neuf du côté du ministre Lionel Carman. 15,5 millions de dollars donc qui vont venir aider à aménager des refuges d'urgence, entre autres dans les CIS et les CIUS. Donc un peu partout au Québec pour tenter d'héberger, bien sûr, ou d'éponger, si on veut, la population itinérante qui se trouve un peu partout au Québec. On se comprend qu'on règle rien avec ça. On essaie juste de mettre un toit sur la tête des personnes. En vue de l'hiver, là, mettre un toit pas à temps plein, là. Non, c'est ça. Une place pour venir coucher. Oui. C'est vraiment ça, là. Une place pour venir coucher à des personnes pour qu'ils ne dorment pas à Belle Étoile l'hiver. C'est ça que, au mieux, c'est ça que la Somme va faire. Oui, absolument. C'est vraiment des refuges d'urgence. C'est ce qu'on comprend du côté du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Il avoue que le phénomène maintenant de l'itinérance aussi, ça touche toutes les régions de la province. C'est ça aussi, Mario, qui a changé dans le portrait global qu'on voit au fil des années. C'est plus juste à Montréal qu'il y a de l'itinérance, ou par exemple une grande ville comme Québec. Ça s'est répandu un peu partout. Sherbrooke, Gatineau, même à Gaspé, on a parlé d'un peu d'itinérance. Donc, moi, les trois phénomènes, même je pourrais dire quatre, les phénomènes que je vois, là. D'abord, l'augmentation générale. Deuxièmement, ce que tu viens de dire, le fait que le phénomène rende l'itinérance dans toutes les régions, des nombres d'itinérants importants dans des plus petites villes en région. La troisième chose, c'est la plus grosse place que prend le facteur économique. C'est-à-dire qu'on a tout dit à propos de l'itinérance. T'as des gens qui ont des problèmes de santé mentale, t'as des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, mais là, t'as un nombre grandissant, là, les chiffres sont très clairs, t'as un nombre grandissant de gens que c'est « je n'ai pas les revenus pour payer un loyer ». Oui. Je trouve pas de loyer, puis dans le peu que je trouve, je n'ai pas les revenus, ou dans certains cas, j'ai été mis dehors, le corollaire de ça, j'ai été mis dehors de mon logement parce que je pouvais pas le payer. L'itinérance a augmenté de 44 % en 5 ans. C'est ça le chiffre, là. 44 % en 5 ans, c'est énorme, non seulement ça, puis tu viens de le dire, Mario, le phénomène, la cause principale, première en ce moment au Québec de la perte de logement, c'est les expulsions qu'il y a là. Puis avec les hausses de loyers qui se font un peu partout, mais on en a vu des rénovictions aussi, c'est un phénomène qu'on voit depuis plusieurs années, mais ça pousse des gens, ni plus ni moins, à la rue, là, qui peuvent plus se payer du tout leur logement, ou du moins, par exemple, qui se font mettre à la porte, qui doivent en trouver un nouveau, mais le logement qu'il y avait depuis plusieurs années, le loyer était bien bas, là. Ils se rendent compte, confrontés au marché actuel, où ça n'a pas de bon sens, Mario. J'ai regardé moi-même récemment des appartements à Montréal par curiosité, puis c'est inabordable, là. C'est des prix qui sont rendus complètement fous. D'ailleurs, ça fait partie des solutions qui vont être envisagées par le gouvernement Legault, là, en disant lui-même, là, François Legault, ce matin, qu'il y a une tempête parfaite pour l'itinérance et qu'on va rien enlever de la table là, comme option, en parlant, entre autres, mais de peut-être reculer sur la cession de bail, qui était un dispositif du texte là, de la réforme, ce qu'on voulait faire là, du côté de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Là, disposition très controversée là-dedans, qui interdirait, entre autres, ou du moins sans motif sérieux aux locataires là, de faire des cessations de bail. Là. Ça devrait passer tout ça par le propriétaire. Mais les cessations de bail, c'est quelque chose qui permet aux gens, entre autres, de se retrouver des logements à des prix plus abordables. Là, à place de vous partez directement, vous quittez le logement. Pendant ce temps-là, le propriétaire peut monter les prix. Là, ou peut rénover un tout petit peu, puis après ça, décider qu'on augmente les prix de location complètement. En venant comme ça, en cessant un bail à quelqu'un d'autre, ça permettait de conserver des loyers qui étaient plus bas un peu partout dans la ville. C'était pointé du doigt, justement, cette mesure-là, comme
pouvant nuire au fait qu'on ait des locations à prix plus abordables un peu partout au Québec et à Montréal. Donc, on peut comprendre là, que dès demain, ça va être une grosse journée vendredi pour le ministre Lionel Carman qui est attendu, lui, de pied ferme au sommet municipal sur l'itinérance qui va être à Québec. Mais c'est quand même, dans ce que les municipalités s'étaient donné comme défi, c'est quand même une réussite. C'est-à-dire que les municipalités avaient ce forum sur l'itinérance demain, 15 septembre, et ils se sont dit, il y a quelques semaines, quelques mois déjà, il faudrait qu'on réussisse à amener le sujet comme prioritaire. On s'entend-tu qu'à la veille de leur sommet sur l'itinérance, les villes peuvent cocher mission accomplie, là? Oui. Tu vas me dire, elles ont été aidées. C'est pas comme s'ils nous amenaient un sujet qui sort des nues. Elles ont été aidées. Hier, les chiffres sortent, puis l'itinérance a augmenté de 44 %. Il y en a dans toutes les régions. Les tristes chiffres et la triste réalité ont appuyé leur sujet. Mais ils ont réussi. Bruno Marchand en tête, là, parce que ça se passe à Québec, le sommet, puis il a été un des pionniers. Ils ont réussi à imposer au gouvernement et à la société, d'une certaine façon, le thème de l'itinérance. Oui, puis il était temps, Mario, pourrait-on dire, là, parce que c'est un phénomène qui s'observe, là, même visiblement, oui, à Montréal, mais ailleurs. Là. Comme je le dis, ça apparaît, l'itinérance un peu partout. Il y a des gens qui l'ont constaté, les campements, par exemple, là, de fortune qui s'installent. On en a vu à Sherbrooke, entre autres. Et pour lesquels on se demande tous qu'est-ce qui va arriver cet hiver. Là. Oui, parce que ces campements-là, c'est vraiment... ça peut durer à la limite là, jusqu'au mois d'octobre, peut-être début novembre, mais quand l'hiver commence, c'est plus possible de rester dans une tente. Oui, puis en tout temps, habituellement, la plus grande crainte des autorités, entre autres incendies, c'est des flammes. Là. Il y a des gens qui veulent se réchauffer. Il y en a qui veulent cuisiner aussi dans ces campements-là, puis qui vont avoir une flamme ouverte, puis une flamme dans une tente. C'est non. Tout le monde qui a déjà fait du camping le sait parce que c'est extrêmement dangereux puis c'est très inflammable. Puis c'est ce qu'on craint dans ces campements de fortune-là. Là, c'est bien beau l'été, tu peux aller dehors pour faire ta cuisine de fortune. Quand va arriver l'hiver, tu peux pas chauffer ta tente. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment des questions qui sont pressantes. Puis à chaque année à Montréal, on est habitué d'en voir des itinérants qui, malheureusement, l'hiver, doivent se promener dans la rue, doivent se construire un campement de fortune. Là, maintenant que ça apparaît dans les yeux de la population un peu partout, puis que c'est beaucoup plus visible, ça devient un sujet pressant. Surtout que les chiffres, Marion, on le sait, là, on parlait de 10 000 personnes en situation d'itinérance au Québec. C'était en 2022. Là, en un an... pire alors, okay. Comprenons-nous quand même. Le 10 000 est basé, j'ai tout lu le rapport, sur une définition large. Donc, on inclut là-dedans, c'est 10 000, mais il y en a 87 % qui, au moment où on prend la photo, le Polaroid, on prend la photo instantanée... le recensement sur place. 87 %. Donc, 8 700 sur les 10 000 n'ont pas couché dehors. Ils n'ont pas de logement. Ils ont couché soit dans un refuge pour itinérants. On inclut là-dedans, par exemple, les femmes victimes de violences conjugales, qui sont dans un refuge pour femmes victimes de violences conjugales, mais qui n'ont plus de logement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur maison, le conjoint violent est là, on leur dit tu peux pas retourner là, puis quand on leur demande t'as-tu une autre place pour rester, t'as-tu un logement, la réponse c'est non. Puis dans certains cas, est-ce qu'il y en a des logements disponibles dans ta ville? Pas ben. Oui. Mais on les considère quand même. Ce qu'on ne considère pas dans le rapport, qui est quand même à dire, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans la crise du logement actuel qui sont des sans-domicile fixe, mais qui vivent chez quelqu'un. On appelle ça de l'itinérance invisible. L'itinérance invisible, exactement. Donc, t'as-tu un divan-lit dans ton sous-sol? T'héberges ton cousin qui est là depuis des mois. Ton frère, un ami d'enfance mal pris, là, il te dit je vais y aller pour une couple de semaines. Finalement, 2 semaines devient 2 mois parce qu'il se trouve rien d'autre. Ou il y en a qui se passent d'un divan à un autre, par exemple. Là, si on regarde cette allégorie-là, il y en a qui se promènent d'un endroit à un autre, qui se trouvent toujours quelque part au coucher, mais qui n'ont pas de domicile non plus. Puis ça, c'est des données de l'itinérance qui sont difficiles à obtenir, qui sont difficiles à avoir pour le portrait de la situation, mais qui est là quand même. C'est une forme d'itinérance. C'est des gens qui n'ont pas de logement. C'est des gens pas logés. Des gens qui sont pas logés. Et en réponse, un peu plus tard aujourd'hui, plutôt 15,5 millions, je le rappelle, de financement d'urgence annoncé par Lionel Carman, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est sortie en disant que c'est un montant, Mario, pour elle, qui est même pas capable de répondre aux besoins d'itinérance à Montréal. Donc, pour le reste du Québec, on oublie ça. Elle a comparé cette nouvelle intervention-là à un plaster sur une plaie ouverte qui saigne. Bref, demain, la table est mise pour le sommet sur l'itinérance à Québec.
On parle d'itinérance, on parle beaucoup de logement aussi, et c'est devenu le sujet de l'heure au Canada au grand complet. Mario, alors que le ministre Justin Trudeau est en rencontre, en caucus à London, en Ontario. Il a fait une sortie tout à l'heure avec tous les députés derrière lui, là, comme on fait souvent, pour venir annoncer, entre autres, que le gouvernement compte éliminer la TPS sur les matériaux de main-d'œuvre pour encourager la construction des nouveaux logements qui sont voués à la location. C'était déjà une promesse électorale du gouvernement libéral en 2015. Ils ont fini par l'abandonner et là, vont mettre de l'avant cette mesure-là qui était entre autres réclamée par l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance. Donc, voilà qui est une première mesure annoncée par le gouvernement Trudeau. Une grosse mesure quand même. M. Trudeau pouvait pas se sortir du genre de mauvais pas où il se trouve. De séries de sondages mauvais, de caucus nerveux, de caucus déçus aussi, qui a l'impression que le gouvernement appuie solution au problème du moment. Tu peux pas t'en sortir avec juste des petits gestes. Là. Ça prenait un grand coup. Est-ce que c'est assez gros? C'est gros. L'avenir nous le dira. Mais tu sais, ça frappe l'imaginaire. Alors, ça va représenter pas mal d'argent. Ça frappe l'imaginaire d'enlever la taxe de vente sur les matériaux, la main-d'œuvre pour les constructions résidentielles. Donc, je capote par contre sur une chose. J'ai vu son appel. Il dit j'appelle les gouvernements des provinces à faire la même chose. Et là, tu dis ça, c'est de l'improvisation. Ça en dit long. Oui, parce que tu es censé avoir consulté les gouvernements des provinces avec ça. Oui, normalement. C'est des milliards là, de dollars potentiellement. Normalement, tu aurais dû avoir une réunion au sommet des ministres des Finances avec le ministre des Finances fédérales, leur faire étudier des scénarios, préparer ça pour le prochain budget sur une période au moins de 6 mois, 1 an, pour voir venir. Tu peux pas te priver de revenus. Comme ça, le gouvernement d'une province peut pas se priver de revenus du jour au lendemain que c'est pas prévu dans ses budgets. Et donc, il y a un côté où tu dis, OK, c'est vraiment un geste de panique. Et ils se sont rendus compte, si nous autres on le fait, l'idéal serait que les provinces le fassent. C'est que M. Trudeau, on a fait une espèce de geste de leadership. Là. J'invite les provinces à... Autant je trouve que le geste, il y a du bon sens, autant je trouve que c'est un geste d'impact, autant je trouve ça farfelu là, de le faire en improvisation. Bon, on veut agir d'urgence, on veut agir vite, je le comprends bien. Mais comment tu peux inviter les provinces à faire quelque chose qui ont... Puis même là, Éric Girard à Québec a dit on regarde ça. Il n'a pas voulu dire un nom. Un nom catégorique. Mais pour vrai, il doit avoir la mâchoire décrochée là, de voir que le fédéral a annoncé ça de même puis leur envoie ça d'en face. Oui, puis ça va devenir un autre sujet éventuellement aussi, Marion. Les relations entre Justin Trudeau puis le reste du conseil de la fédération, là, tous les premiers ministres de toutes les provinces, déjà pour les transferts de santé, ça n'avait pas été très, très beau ce qui s'était passé. T'es arrivé, avait donné une offre, puis t'es reparti en disant que c'était ça. Et là, il met tout le monde devant un fait accompli, puis il est en conférence de presse, il leur lance la perche en disant vous devriez faire la même chose. Hier, c'était les maires et les mairesses de tout le Canada aussi, en disant c'est à vous autres là, de gérer ça aussi, le logement, là, vous devez améliorer vos performances. Il doit se mettre pas mal de monde à dos dans l'ensemble du pays, Marion. Ça va être ça va être à suivre ce qu'on va faire quand même si les provinces sont pas contentes de la façon que ça se fait, elles vont devoir répondre. Je serais pas surpris qu'une ou des provinces emboîtent le pas. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. C'est demain, vendredi 15 septembre, qu'aura lieu la journée de boycott de Facebook et Instagram, initiée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Mais là, il commence à avoir du monde d'abord, là. Les chambres de commerce, les syndicats. Oui, ça commence à faire du monde, là. Tout ça, évidemment, face au blocage des nouvelles au Canada par Meta, donc qui possède Facebook, Instagram, WhatsApp et on en passe. Et on a choisi le 15 septembre, pas pour rien. C'est la Journée internationale de la démocratie aussi qui a lieu. Alors, on veut passer un message. Puis oui, là, il y a eu quelques tentatives à date de mouvements de boycott et autres. Là, ça semble prendre un peu plus d'élan. Puis on rappelle, là, c'est quand même spécial de voir qu'en ce moment, puis c'est l'exemple qui a été cité entre autres par Michael Nguyen, qui est le président de la Fédération professionnelle, justement des journalistes du Québec, qui a dit c'est spécial qu'on vit dans une société en ce moment qui empêche la diaspora marocaine au pays d'avoir des nouvelles de leur pays, par exemple, qu'il y a eu un tremblement de terre. Là. On est dans des situations, tout comme on l'avait dénoncé pendant les feux de forêt dans l'ouest du Canada, entre autres, où il y a des gens qui ont juste plus accès à leurs nouvelles. C'est 50% des jeunes. Il y aurait accès. Il faut qu'il y ait à la source. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est que c'est 50% des jeunes, par exemple, qui s'informent sur les réseaux sociaux, désormais. Des gens qui vont exclusivement sur Facebook pour aller trouver leurs nouvelles. Moi, je me pose la question. Est-ce que tu penses que demain, mettons, les plus jeunes, les gens de ta génération, vont boycotter Facebook? Je pense pas. Pas aucun.
Pas aucun. Moi, je vais tenter de le faire par tous les moyens, même si c'est fou à dire. C'est quelque chose qui, maintenant, va même nous handicaper dans notre travail. Là. Moi, je rejoins des gens sur Facebook dans la journée pour l'émission. J'écris à certaines personnes. Ça m'arrive. Là. Puis demain, parce que tu les retrouves sur Facebook? Ben, parce que je les retrouve sur Facebook, je les retrouve sur Instagram. Je vais voir passer, par exemple, je sais pas moi, récemment, par exemple, il y avait une jeune femme qu'on a fait en entrevue à mon émission cet été parce que moi, c'est une fille que je connaissais, que j'ai vue dans sa story Facebook. Hey, je devais aller à Hawaï, puis mes billets, tout est annulé. Le matin même, les incendies de forêt partout là-bas. Puis on lui avait parlé, mais je l'avais trouvé comme ça. Ça fait partie des outils qu'on a dans notre métier pour se connecter à des gens d'un peu partout. C'est rendu tellement incontournable, c'est spécial. J'espère qu'il va y avoir un certain mouvement. Il faudrait que Facebook voit dans sa courbe habituelle une dent de scie, là, une coche, là, pour dire « Oups! » Parce que là, l'impression... Puis là, cette semaine au Québec, ça a été ridicule avec Québec solidaire, avec tout ce qui a été dit, que ils sont incontournables. Tu peux pas rejoindre le peuple sans Facebook, tu peux plus rien faire sans Facebook, et c'est ce qu'ils veulent entendre. Alors, il faudrait minimalement qu'ils voient, non, le peuple aussi, là, le peuple est pas fou, puis vous pouvez pas vous penser plus fort que le système, personne doit se penser... Tu sais, c'est le principe d'un sport, là, personne doit se penser plus fort que l'équipe, plus grand que l'équipe, et personne peut se penser plus fort que le gouvernement, puis... pas qu'on n'utilisera plus jamais Facebook, mais l'espace d'une journée, on vous remet à votre place. Oui, puis c'est le message qui doit être passé, puis en même temps, Mario... Puis négocier, allez vous asseoir avec Pascal Saint-Onge puis avec Justin Trudeau, puis négocier de bonne foi, puis revenez-nous avec des nouvelles. Puis en même temps, ce que tu viens de dire, Mario, c'est important, c'est pris des deux côtés. OK, c'est un peu fataliste, on peut le dire, c'est vrai, c'est rendu des réseaux sociaux qui sont incontournables. Mais justement, parce qu'ils sont incontournables, c'est complètement inacceptable qu'eux refusent, après ça, de verser de l'argent. La juste part, faut-il dire, là, contribution aux médias puis aux salles de presse qui, après ça, vont alimenter leur même flux, leur même contenu. C'est rendu un moyen incontournable de rejoindre les gens. Les réseaux sociaux sont là pour rester, sont tout puissants, puis tout le monde les utilise. Un moment où tout le monde les utilise, c'est une espèce d'agora public, là. Ça appartient à tout le monde, puis tu peux pas décider, tu peux pas commencer comme ça à déterminer quel contenu va être bloqué, quel contenu va rester. T'sais, évidemment, en dehors de la haine et de toutes ces choses-là. Ce qui est d'ailleurs, Mario, l'ironie suprême en ce moment, c'est que les médias sont plus sur Facebook. Même ici, je rappelle, là, les médias internationaux sont complètement bloqués, là. Et? Ouais, ça, au Canada, on n'a même plus accès sur Facebook au journal Le Monde, au journal français. Là. Le New York Times, vous pourriez avoir le journal de New Delhi en Inde, vous n'auriez pas accès du tout. T'as pas accès aux nouvelles. Ben, ces liens-là vont être complètement bloqués. Mais par contre, qu'est-ce qui est pas bloqué et qui continue à circuler? Des comptes de désinformation, Mario. Des comptes de propagande de d'autres États. Ça continue à pulluler en masse. Lundi matin, par exemple, il y a une publication de la page Poutine TV. C'est quoi ça? C'est pas la Poutine québécoise, c'est un jeu de mots, mais pour la Poutine et Vladimir Poutine, un président russe. C'est une antenne de propagande russe au Québec, qui a une publication qui est devenue virale lundi. Donc, l'ingérence étrangère, elle, peut continuer sans aucun problème. Tu peux continuer à mettre des fausses nouvelles sur Facebook, mais les vraies nouvelles qui sont faites par des journalistes, par des gens comme toi et moi et nos autres collègues qui travaillent là-dessus puis qui vont fouiller, de leur verser une simple contribution pour tout l'argent qu'ils font. Je rappelle, en 2021, 193 millions de dollars juste grâce aux articles des médias. Ben, c'est un peu spécial, Mario, puis on parle du boycott, mais ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que même si la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait annoncé le 5 juillet dernier que la ville allait suspendre toutes ses publicités sur Meta pour en soutien aux médias, ben, son parti Projet Montréal continue à faire des publications puis d'acheter comme leurs des amis publicités. de Québec solidaire, c'est presque le même parti, là. Ben voilà, ben là ça je serais pas prêt à établir directement la corrélation. Non, je veux dire c'est la même famille politique, là. Je veux dire, Québec solidaire Québec solidaire à Montréal, puis Projet Montréal, le parti de la mairesse Plante, ça gagne des mêmes quartiers, ça partage des mêmes organisateurs, c'est la gauche montréalaise, gauche très à gauche, qui s'unit, puis qui gagne maintenant partout, là, qui domine toute l'est de Montréal, qui gagne à Québec, puis qui gagne au municipal, à la ville de Montréal, à l'hôtel de ville. On continue à se payer des petites publicités, par exemple l'annonce de la transformation du chemin Camillien-Hood là, qui a été faite hier, là, qui va être interdit aux voitures, mais on s'est payé de la publicité là, qui ont été lancées hier, pas moins de 4 différentes, sur des sites de Meta. Donc, on parle de la bouche d'un côté, mais de l'autre côté, Mario, ben, les bottines ne suivent pas les babines.
Un policier blâmé en procès pour agression sexuelle a été finalement acquitté. Cette histoire de Yannick Dauphinet, policier qui, on se souviendra là, de la régie intermunicipale de Roussillon, en juillet 2021, qui se serait invité chez une femme qu'il aurait rencontrée la veille, femme avec qui il aurait échangé le numéro de téléphone, serait débarqué chez elle, l'aurait attouché sans crier gare, aurait demandé une fellation également sur place, est acquitté finalement de cette agression sexuelle, mais le tribunal et le juge Bertrand Saint-Arnaud ont tenu quand même à donner un blâme sévère là, aux policiers en tant que tel. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'il a relevé quand même des lacunes dans le témoignage et de la plaignante et de l'homme en question, puis il ne pouvait pas trancher en faveur de la plaignante hors de tout doute raisonnable. Mais il a quand même signifié là, haut et fort qu'il était très sceptique par rapport au témoignage du policier, a dit qu'il était pas convaincu complètement là, vraiment que celui-ci avait rien à se reprocher dans cette histoire-là, mais pouvait pas non plus, là, hors de tout doute, juger que l'homme avait commis une agression sexuelle. Et il a dit, là, votre attitude est assurément blâmable dans tous les cas. Un policier en uniforme sur ses heures de patrouille peut pas s'adonner comme ça, que ce soit un flirt ou une agression, débarquer chez une femme en plein milieu de son corps de travail, alors qu'il est censé protéger la population et les citoyens comme ça. Donc, a été blâmé quand même là, haut et fort par le juge dans cette histoire-là. Puis il le dit, la plaignante peut être satisfaite de son parcours, même si le verdict ne lui plaira pas nécessairement. A témoigné avec force, puis le procès quand même a été médiatisé. Elle a été entendue. Économie. La multinationale québécoise Future Electronics, Mario, a été vendue pour 5,1 milliards de dollars. Transaction monstre qui a été faite par l'entreprise taïwanaise WT Microelectronics. Puis c'est pas anodin qu'on parle de cette transaction-là. Non, parce que faut parler de Future Electronics, qui est quand même une gigantesque entreprise qui, comme entreprise, aurait pu être nommée dans d'autres circonstances comme un joyau québécois dont on s'inquiète de la vente à l'étranger. Ouais. Mais c'est que là, c'est l'actionnaire principal, PDG, qui est plus montrable au Québec. C'est ça, c'est Robert J. Miller qui est le propriétaire de l'entreprise et qui, lui, a été visé, entre autres, par un reportage de Radio-Canada qui a soutenu que l'homme d'affaires, là, pendant des années, aurait payé là, des mineurs pour coucher avec lui. Puis vraiment un réseau, là, selon ce qui a été allégué dans cette histoire-là. Pas moins de 29 victimes présumées sont sorties, ont demandé une action collective contre lui. Puis ça s'apparente beaucoup, Mario. C'est pas sans rappeler l'histoire de Jeffrey Epstein, par exemple, aux États-Unis. Il y a des gens qui utilisent l'expression que c'est notre Epstein du Québec. Oui, il avait des chambres d'hôtel. Très riche, des contacts. Chambre d'hôtel puis sa maison à Westmount. Oui, où il invitait des jeunes femmes. Puis plusieurs avaient une espèce de réseau, si on veut, où on dénichait de jeunes femmes mineures qui viendraient chez lui, les couvrait de cadeaux, d'argent. Bref, même si pour l'instant, il n'y a pas d'accusations officielles qui sont faites contre Robert J. Miller, lui, a déjà quitté en février dernier pour se consacrer à sauver sa réputation. La présidence d'entreprise. Exactement. Là, il vend les actions carrément. Exactement. Donc, Future Electronics, quand même 5200 salariés, 170 bureaux, 47 pays, des revenus assez gigantesques, merci. Et on a dit quand même dans un communiqué du côté de l'entreprise taïwanaise qu'on veut établir une structure à 2 sièges sociaux, un à Taipei, donc évidemment à Taïwan, et un à Montréal. Donc, on peut présumer qu'il va quand même rester un siège social ici. On s'inquiétera, Mario, à voir si c'est une entreprise qui va bien rester ou quitter au Québec, mais c'est sûr que malheureusement, c'est l'affaire de Robert Miller qui entache un peu toute cette histoire. Le Monde. C'est officiel, le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, a été inculpé aujourd'hui au niveau fédéral. 3 accusations. Mais pas pour les histoires qui circulaient depuis longtemps là, de transactions en Ukraine. Non, c'est pour de la détention illégale d'armes à feu. Là. Ce qui était déjà connu, avait déjà tenté. Là, il y avait un accord initial qui avait été proposé, entre autres dans le Delaware. On aurait pu lui éviter de la prison autour de tout ça. Mais c'est un accord finalement là, qui a été complètement révoqué. Et là, c'est officiel. Là, ce qu'il est accusé, entre autres, là, c'est d'avoir menti en 2018. Il voulait acheter un Colt Cobra, donc un gros revolver aux États-Unis. Et il devait... ça prend ça, là. Ouais, tu peux pas vivre. Ça prend un gun comme ça dans la rue. Pas de gun aux États-Unis, Mario. Que fais-tu à te promener dans la rue? Ça prend ça, là. Voilà. Donc, il voulait s'acheter... Il en amène des affaires, lui, hein? Oui. Voilà.
Bon, donc C'est vous bien laissez connu. s'acheter un compte Cobra. Et là, le problème, c'est qu'il faut répondre. Il faut faire une déclaration écrite, entre autres. Et lui a déclaré ne pas avoir souffert de dépendance. Le problème, c'est qu'il a depuis reconnu qu'il était toxicomane, dépendant d'alcool aussi. À ce moment-là, donc, c'est une déclaration, une fausse déclaration écrite, et il s'est retrouvé en possession d'une arme à feu, donc de manière complètement illégale. Et là, ben, va se présenter en procès en pleine campagne électorale de la présidentielle l'an prochain aussi. Donc, pendant que son père, M. Joe Biden, va briguer sa réélection. Donc, encore une fois, un boulet là, politique qui se retrouve au chevet de Joe Biden. Mais moi, Hunter Biden m'a l'air d'un tout croche, là. Mais j'ai quand même été amusé aujourd'hui parce qu'il y a des républicains qui ont l'air tout contents de ça puis qui tapent dessus. Puis je comprenais pour l'histoire de l'Ukraine ou de transactions irrégulières. Mais là, les républicains, aux dernières nouvelles, eux autres, là, les armes à feu, là, sont pour ça, une liberté de port des armes à feu. Mais là, tout à coup, tout le pays devrait avoir son arme à feu, sauf Hunter Biden. Voilà, c'est la leçon du jour. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.